on est très content parce que c'est un travail avant tout collectif que d'avoir investi, aménagé ce lieu. C'est le fruit du travail de beaucoup de personnes que je remercie chaleureusement. J'ai une chouette pensée pour toutes les personnes qui donc ont contribué à pouvoir rendre cette inauguration possible et cette liste en construction toujours parce que on a encore des rencontres à faire, on a encore des initiatives à trouver, des idées à ajuster et d'ici la fin janvier on sera en capacité de présenter définitivement le programme et toutes les volontés qui se lieront pour changer la ville. Les constats, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez des constats sur la ville, c'est que vous êtes quelque part à votre mesure expert sur votre ville en tant qu'habitant, en tant que parfois militant, mais surtout en tant que pratiquant et pratiquante de votre propre ville, et aussi en ayant fait des constats que cette ville s'est figée. Nous avons toutes et tous conscience du potentiel merveilleux qu'a Angoulême, de cette exception angoumoisine qui fait que cette petite ville de 40 000 habitants réussit à se mettre au même niveau que Cannes, que Dijon pour sa moutarde, que Paris pour sa tour Eiffel, que sais-je, La cinquième, c'est Bordeaux. La cinquième, c'est Bordeaux pour son pinard, et Cognac pour son cognac, et Angoulême pour ça. Pour ça, BD. Et le constat aujourd'hui, c'est que l'immobilisme, le rassurisme, ou la reproduction permanente des habitudes ont abouti à un vide colossal et à une annonce la plus triste qui soit de ces 20 ou 30 dernières années, à savoir la demande par notre maire de l'annulation du festival de la bande dessinée, et qui aboutit à l'échec total d'un processus pourtant sur lesquels des élus de l'opposition comme Clément, comme moi, comme d'autres ont pu alerter sur les problèmes qui arrivaient, qui étaient énormes, sur les difficultés que rencontraient les auteurs, les autrices, les éditeurs, les éditrices qui étaient pris pour des vaches à lait. Et aujourd'hui, on aboutit à cet échec. Alors, on aurait envie de rebondir. Moi, quand j'ai vu l'appel à projet, je me suis dit, enfin, ça va aboutir à quelque chose. Enfin, on va pouvoir démarrer quelque chose à la fin de ce contrat qui nous liait à 9e Art Plus et à la société, à l'association. On va enfin démarrer quelque chose. Et puis, non, il faut que ce soit décidé en novembre. Je voulais que ce soit absolument un sujet des municipales pour qu'on puisse discuter ensemble de la plus grosse subvention de la ville d'Angoulême et du Grand Angoulême, qu'on puisse discuter démocratiquement de ce qu'on allait faire de ce festival, de notre identité, parce que je vous rappelle que quand même tous les noms des villes sont notés dans des bulles. Donc c'est constitutif de notre identité. C'est ce qui nous met au rang de Cannes, Dijon, Paris, Bordeaux ou Cognac à l'international. Ce qui veut dire que c'est démocratiquement, quand on joue une élection, quand on joue l'avenir de notre ville, c'est extrêmement important, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est notre identité angoumoisine, qu'on en soit fier ou pas, en tout cas, c'est ce qui nous constitue à l'international et nationalement. Et finalement, ce débat n'a pas eu lieu. Un débat démocratique qui aurait pu mériter des orientations différentes. Face à ça, on avait déjà imaginé, dans le cadre contraint que nous opposait l'association 9e Art Plus, on avait déjà imaginé des solutions parce que on avait déjà constaté les problèmes. Le problème d'une ville qui se sépare progressivement entre ses habitants et son festival, où les Angoumoisins finalement, et les Angoumoisines se disaient « ce festival c'est des nuisances de stationnement, on n'arrive plus à se garer, ça va être le bazar pendant 2 semaines, 3 semaines, etc. Les Parisiens, etc. Non, ça ne pouvait pas être. Donc dans notre proposition initiale, quel que soit le contexte, on avait imaginé effectivement la gratuité pour les familles, de manière à ce que aujourd'hui nos enfants dans les écoles primaires, maternelles aient des places pour leurs accompagnants, parents, et que progressivement on retisse le lien entre le festival et ses habitants, et que progressivement on fasse des générations de jeunes festivaliers qui eux-mêmes
amènent leurs enfants, etc. et qu'on puisse s'investir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parallèlement, on avait pensé à des solutions, et on y pense toujours, puisqu'elles sont toujours d'actualité. Une des demandes qui avait été faite par les organisateurs notamment, donnez-nous des infrastructures. Je vous rappelle qu'on a plus d'1 million d'euros du festival qui partent dans des bulles. Alors on dit des bulles pour être sympa, mais ce sont en réalité des bâches chauffées au mois de janvier, et plus d'1 million d'euros de budget qui partent là-dedans chaque année. Peut-être de l'argent magique d'ailleurs, qui s'envole dans des perditions thermiques. Et à chaque fois, cette exigence qu'on avait pour les organisateurs et toutes celles et ceux qui participaient au festival dans ces bulles sympathiques, mais ma foi peu confortables, de faire avec. Et non pas imaginer des lieux sur 20 ans, 30 ans. Imaginez 20, 30 ans à chauffer des bulles dans l'air ambiant au mois de janvier. Imaginez la somme d'argent que c'est pour nos infrastructures angoumoisines. Et parallèlement, on a des friches, la L57 notamment. On a la friche EDF. Enfin, on collectionne des friches ou des friches commerciales vides, et pour autant, on est incapable d'investir dedans et incapable de doter le festival et même les festivals. Parce qu'on parle de la BD, mais on a aussi le circuit des remparts, on a aussi le FFA, on a Piano à Valois, tout un tas de festivals, la ville des festivals, Angoulême, qui ne se dote pas d'infrastructures pour les accueillir. Et au final, on perd de l'argent, ou c'est de l'argent qui part en déperdition thermique et jeté par les fenêtres. Et aujourd'hui, à l'heure où on exige de chaque agent de la mairie qu'il économise une ramette de papier, qui ferme les fenêtres, et qu'on essaie d'économiser bout de carbone par bout de carbone chaque centilitre de gaz qu'on peut consommer, il était insupportable, et il est toujours injuste d'avoir cette double exigence, d'un côté de jeter du chauffage par les fenêtres et de ne pas se doter d'infrastructures solides, et de l'autre d'avoir ce bâton derrière chaque kilowattheure gaspillé. Donc dans notre projet, il y a évidemment des infrastructures pour le FIBD, il y a évidemment cette gratuité pour les familles angoumoisines dans un premier temps, et si Grand Angoulême et les familles de Grand Angoumoisine veulent participer au pot commun, il est évident qu'elles pourront s'associer à cette démarche. En tout cas, en tant que candidat à la mairie d'Angoulême, on s'est concentré sur les familles angoumoisines tout d'abord, et puis aussi dans le cadre de notre éducation nécessaire à la lecture, une porte d'entrée supplémentaire pour la culture, pour l'éducation de notre jeunesse. On a toujours dans le rayon des infrastructures, on l'a vu, de l'immobilisme aussi sur les mobilités. Ça peut paraître un joli jeu de mots. On a un maire qui s'est opposé au BHNS, qui a fait toute la campagne de 2014 en disant non, 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 non au BHNS, non, 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 non au BHNS. Et puis finalement, quand il s'est rendu compte de la pertinence du projet que de rénover le réseau de bus, et qu'il a vu que ça rénovait de trottoir à trottoir, un bon nombre de passages dans la ville, s'est dit « Oh ben finalement on va le faire ». Donc de renier la promesse qu'il avait faite, et finalement d'appliquer ce qu'avait envisagé, imaginé son prédécesseur qui est Philippe Claveau, à qui je voudrais rendre ce soir un bel hommage, parce que vous voyez, j'ai en face de moi le nouveau plan de circulation. En réalité, on propose un nouveau plan de circulation, mais on va en partie le sortir de celui qui avait été enterré par Xavier Bonnefond, et l'articuler autour d'une vision d'ensemble sur l'agglomération. Parce qu'aujourd'hui, j'entends des personnes qui me disent « Ah ben, on peut pas bouger un sens interdit, on va bouger un sens interdit par là, on remet un sens par là, mais puis en fait, on change, on fait une petite concertation au niveau du quartier. Oh là là, ça râle, donc on va remettre un sens permanent, puis on remet un rond-point, puis on... » Stop. On réfléchit, on prend un tout petit peu de recul, là on fait un petit coup de molette arrière, on regarde la carte de l'agglomération, et on regarde comment on se déplace à Angoulême, Grand Angoulême, comment les gens vont travailler de Soyaux à Angoulême, de l'île d'Épagnac à Soyaux, de Soyaux jusqu'à Ruelle,
et on se pose pour réfléchir comment on se déplace à Angoulême. Et à ce moment-là, on organise une belle concertation, une grande concertation citoyenne, associative, technique, parce que c'est de la technique aussi, avec les habitants, les habitantes, pour permettre de réfléchir et d'approuver un plan de circulation qui n'aille pas à l'encontre des citoyennes et des citoyens, mais qui prenne en compte les besoins des uns et des autres pour aller soit à l'école, soit à son travail, et de se déplacer en économisant un maximum de carbone. Je sais que on sort des débats d'orientation budgétaire. Je sais que les années à venir vont être très difficiles pour les finances publiques. Très, très, très difficiles. Elles vont être contraintes. Donc il faudra être créatif, malin, astucieux parfois, pour trouver les solutions les plus économiques en face d'une efficacité maximale. Mais s'il doit y avoir un investissement majeur, c'est dans une liaison entre le fleuve et le cœur commerçant de la ville. On a aujourd'hui une ville qui tourne le dos à son fleuve. La plupart des belles villes, des grandes villes, se sont développées le long de leur fleuve, ont continué l'économie tout au long de leur cours d'eau ou des rivages de la mer. Mais bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas la mer ici, on a des idées. Et en tout cas, on sait que ce fleuve tranquille qu'est la Charente, alors, il n'est pas exclu qu'effectivement, à l'avenir, on ait la mer qui vienne nous lécher les pieds à Angoulême. Je suis désolé, j'ai pas un niveau de vision à 60-70 ans, mais en tout cas, l'enjeu aussi d'économiser du carbone, c'est aussi d'anticiper ces effets néfastes du réchauffement climatique. Et alors, il y a la peur du grand remplacement. Oh là là, oui, bien sûr. Mais on sera prêt à accueillir tous les gens de Charente-Maritime qui seront sous les eaux. On sera prêt à accueillir différentes personnes qui seront impactées par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Et dans cet esprit-là, effectivement, de se rapprocher du fleuve semble être une véritable priorité, parce que c'est souvent le cours de la vie et le cours de la Charente et des Charentes qui nous relie bien au-delà jusqu'à la mer. Il y a aussi à Angoulême une pauvreté insupportable. Des salaires moyens qui sont absolument déplorables, des industries qui sont parties, un cœur commerçant qui fait un peu de tachycardie. Des fois ça reprend, des fois ça repart, des fois ça s'en va, des fois ça s'arrête. Et face à cela, beaucoup de personnes, notamment notre jeunesse, à 18 ans, on finit nos études à Angoulême, et puis on est vite tenté de partir, parce que soit on trouve pas de boulot en face des études qu'on a envie de faire, soit le travail n'est pas assez rémunéré. Et malgré tout, un peu comme moi, comme d'autres ici, quand on a 35 ans, qu'on a vu un peu du pays, on revient au pays natal et on cherche du travail, parce qu'on sait aussi la douceur de vivre en Charente, et ça c'est indéniable. Les loyers étaient presque encore abordables il y a 5-6 ans. On pouvait s'acheter une maison. Non, mais je mesure ça parce que c'est... Et en tout cas, beaucoup de gens sont chassés des grandes villes par rapport à ça, et on trouve des fois en Charente un havre de paix pour se dire là au moins je peux peut-être m'installer, trouver un petit bout de jardin. Mais la pauvreté gagne du terrain partout. Et parfois on manque d'un curseur, d'indicateur pour cette pauvreté. On se dirait que c'est peut-être là, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Face à ça, on a décidé de se doter d'un outil qui s'appelle l'Observatoire des inégalités, à partir duquel on pourra jauger, juger, quantifier où sont les inégalités et comment on peut y répondre à travers le budget municipal. C'est-à-dire que on peut toujours faire des observatoires et regarder la température et ensuite jeter le thermomètre. C'est ce qui se passe actuellement. Pas d'observatoire. On fait une mission flash, un audit, une étude. Allez. Non, notre observatoire ici, c'est pas un joujou, c'est pas un objet superflu.
c'est celui qui guidera les investissements et le fonctionnement de la mairie dans ce qui est important. Parce que peut-être on pourra observer les inégalités sociales, mais on pourra aussi observer les inégalités territoriales. Combien on se dit, ah, tiens, il faudrait investir sur telle place, mais peut-être que sur cette autre place ou cet autre quartier, il n'y a pas assez de bancs publics. Sur cette autre place-là, il n'y a pas de toilettes publiques. Comme ça, on en est sûr, il y en a quasiment nulle part. Donc, et ça me permet de faire une transition toute faite avec quelque chose qui nous tient à cœur, je pense, à savoir nos places publiques, qui sont, on l'a vu, dans un état assez soit déplorable, soit à l'abandon, soit jamais imaginé. Or moi, je viens d'un pays, Soyo, ah non, c'est pas ça. J'ai des origines espagnoles, et je sais que en Espagne, on vit sur les places publiques, on s'investit sur la place publique. C'est là que les anciens rencontrent les jeunes, c'est là que les gamins sont sur la surveillance des plus anciens, qui se retrouvent le soir pour se balader, etc. Il y a une vie de place, il y a des bancs. On met pas des grillages sur les bancs quand on aime sa ville. On vit la place. On aime sa place, on vit la place et on respecte sa place publique parce qu'on sait que de toute manière on s'y retrouve ce soir, demain matin, enfin toute la journée. Et par rapport à ça, dans la vie de quartier, à Angoulême, j'ai noté qu'il y avait des no man's land, ou des parkings, ou des ronds-points. Nos plus belles places d'Angoulême sont finalement des ronds-points. Alors oui, voilà, donc c'est peut-être rire, mais ça peut pas rire parce que il y a des très belles places. Je prends la place du Minage, mais on pense aussi place de la Marne. Je sais pas si vous voyez vers les marchés de Grelais là. Toutes ces places-là sont soit des lieux de parking, place Francis Louvel, ou alors le plus grand rond-point d'Angoulême, l'hôtel de ville, où finalement on ne fait que circuler autour et on aboutit à un lieu où on n'ose plus lâcher la main de son enfant parce que y a une voiture qui va passer pas loin. C'est le cas de la place du Minage, c'est le cas de la place du Palais de Justice, c'est le cas de la place de la Marne. Enfin, je pourrais les multiplier comme ça les exemples. Et vous allez place Hildesheim à ma campagne, c'est carrément désert. C'est simple, moi, comme aménagement, c'est désert. Donc, par rapport à ça, on a imaginé de doter nos places effectivement de végétaux, très simple, avec nos agents. Je pense que ce qui a été fait dans l'artère piétonne est une belle chose. Oui, mais ça a été fait par FH. Non, mais j'ai rien contre les grands groupes du BTP. On en aura certainement besoin si on veut faire un funiculaire. J'ai rien contre eux. Mais je sais aussi qu'on peut faire plus simplement et basiquement. Moi, je pense que nos agents municipaux pourraient tirer une très grande fierté en se baladant dans la rue et en disant à leurs enfants, tiens, tu vois là, c'est moi qui l'ai fait parce que je sais faire un coffrage, je sais faire du fer forgé et je sais mettre de la terre dans un bac. Et donc, cet esprit-là, de travail en régie, de travail municipal par nous-mêmes, pour la ville d'Angoulême, faut l'appliquer évidemment à toutes nos places pour la végétalisation. Et d'avoir cette méthode de fabrication, donc c'est marqué 6 ans, 6 places, 6 lieux de vie à retrouver. Bon, alors le mandat va durer 7 ans. Mais au moins on se laisse une marge d'un an d'expérimentation et de retrouver des savoir-faire qui ont été savamment attaqués pour des raisons d'économie sur le personnel, qui ont été détruits au fur et à mesure. Et puis une fois que vous avez détruit le sens du travail, les agents sont plus là. On oublie vite les savoir-faire aussi. Je prends un exemple, il y a un abribus qui avait été fabriqué dans les années 80. Donc dans les années 80, ville d'Angoulême, on était capable de fabriquer un abribus en fer avec du métal, du verre, et il est resté opérationnel jusqu'à ce que définitivement cette mairie l'abandonne. Mais en tout cas, on était capable de fabriquer ça. Et moi, je veux retrouver les savoir-faire dans la mairie pour que justement ça donne du sens au travail de nos agents. Et pourquoi j'insiste autant sur les agents? Parce que c'est quasiment la moitié du budget municipal. Et ça, c'est une orientation importante. C'est une orientation très importante parce que, justement, voilà, moi j'ai envie qu'un agent puisse se balader avec son gamin dans l'artère piétonne ou sur la place Hildesheim et dire, voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fait.
Alors qu'à l'heure actuelle, on va lui dire, bah, papa, c'est FH qui fait les travaux là, de JV. Bah, j'ai pas de sens à mon travail, je sais pas. Donc c'est ça de retrouver le sens du travail. Et une fois qu'on a trouvé cette méthode-là, on peut l'appliquer, la répliquer sur toutes les places, avec effectivement des petites idées. J'ai rien inventé, hein. Sébastien est allé à Bayonne. Il m'a dit, tiens, c'est pas con, il y a la Wi-Fi sur les places. Bah oui, la Wi-Fi. Moi je vois, quand on va à l'éclaircie, on rencontre des jeunes précaires qui ont juste des besoins, savoir recharger leur téléphone et trouver un peu de Wi-Fi pour faire leur papier, leur machin. Et ben c'est aussi ça d'aider la jeunesse, d'aider les personnes en difficulté dans la précarité sociale la plus absolue. C'est de trouver un petit peu de Wi-Fi pour pouvoir se connecter. Et puis ben encore une fois, cet esprit de la place un peu espagnol, de se retrouver sur la place. Bah oui, aujourd'hui, vous me direz, ah bah oui, mais on va pas se retrouver pour scroller, pourquoi pas. C'est toujours mieux que de scroller chez soi. Quand nos papis, nos mamies, ils vont scroller à la maison, non, venez scroller sur la place, venez vous retrouver ici, parce que la ville d'Angoulême est capable de vous offrir une connexion Internet, une connexion au monde, une connexion aux autres, tout simplement. Des toilettes. Ah oui, j'ai l'impression de dire quelque chose de révolutionnaire, quoi. Ah non, c'est sûr. Alors, j'ai l'impression de dire quelque chose de révolutionnaire. J'aimerais que sur les places de nos villes, on puisse trouver des toilettes publiques. Moi, je me suis retrouvé, vous voyez, la rue des Arceaux. Petite rue, là, commerçant. Mais il y a 20 ans, j'étais avec... j'ai subi vraiment. J'étais avec ma mère en train de faire les magasins, je subissais. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, maman, j'ai envie de faire pipi. Et ben on allait faire quoi? On allait pisser rue des Arceaux. Et oui, parce qu'il y avait ce petit recoin qui était là, tchac, et puis voilà. Et puis il y a même pas 5 ans, je me suis retrouvé avec ma fille à la main comme ça, puis de faire t'as envie de faire pipi? Mince! Ah mince! Et je me suis retrouvé où ça, à votre avis? Rue des Arceaux, pour aller faire un pipi dans un coin discret avec en tenant votre enfant comme ça. Alors la solution qui nous est proposée, c'est d'aller chez un commerçant. Oui, j'aime aller boire des cafés, je suis pas le dernier à boire des cafés ou autre chose le soir venu, chez un commerçant, dans un bar, bien sûr. Mais l'exigence de service public, l'exigence qu'on doit se porter, c'est de pouvoir au moins faire en sorte que les gens aient une certaine dignité, à pas se retrouver dans cette petite rue des Arceaux à faire pipi à leurs gosses de cette manière-là. L'exigence de service public, c'est de pouvoir offrir une possibilité d'uriner ou de faire ses propres besoins. Enfin, je pense qu'on est quand même sur la pyramide des besoins, sur les plus fondamentaux, de faire ses besoins. Et puis de l'eau. Parce que, effectivement, il y a une transition qui est toute trouvée. De l'eau, parce que on a un miracle qui s'appelle les sources de la Touvre. 2e résurgence au niveau national. Un miracle, c'est une eau qui est plutôt bonne, même si certains la trouvent un peu calcaire, mais je vous encourage à aller boire de l'eau en Bretagne, vous verrez que notre eau est pas si mal que ça. Et elle est à profusion, elle est là, menacée certes, mais elle est là, et on en retrouve nulle part sur l'espace public. Alors quand on dit aux gens, faites du sport, et puis on n'a pas une fontaine pour boire un coup quand on a fait du sport. Pareil pour les gamins qui vont jouer, on va aller dans un bar boire un... non, toutes les familles peuvent pas, juste pour boire un coup de flotte, se payer une tournée de ci, de ça. Non. Donc des fontaines d'eau. J'ai l'impression vraiment de dire quelque chose de miraculeux en disant ça. Des toilettes, de la Wi-Fi, de l'eau. Et alors soyons fous. Des jeux. Ouais. Non mais c'est le luxe. Non mais c'est des jeux. Alors ça peut être une cage de foot à la Grande Garenne, un grand espace là derrière. Jean-Sébastien qui sourit, mais c'est vrai qu'on a fait les mêmes constats. Il y a un grand espace derrière
ou mettre 2 buts de foot, je pense que c'est pas insurmontable. Et alors là, en termes de dépenses publiques, bon, on est loin d'une gabegie. Et quand je dis ça, j'ai encore l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire et de me dire et de pas comprendre pourquoi ça n'a pas été fait. Et c'est ça qui, au final, me donne le plus envie d'agir, et j'espère vous donner aussi cette envie-là, c'est de se dire pourquoi on ne peut pas le faire alors que c'est si simple. Et donc, je vous encourage vraiment à multiplier comme ça les constats de la vie quotidienne. Il a fallu râler pour avoir des poubelles où il y ait juste le noir et le jaune sur l'espace public. Il a fallu râler en conseil communautaire. Des choses comme ça qui sont de bon sens. On a un retard colossal sur les composteurs publics. Donc ça aussi, ça fera partie de l'enjeu des places, à savoir trouver un réseau pour que chacun puisse au moins amener son petit sac à compost sur des espaces publics, et de trouver une simplicité d'usage avec l'architecture des lieux. Et au final, moi, ce que j'ai aussi envie ce que j'ai envie aussi de dire à chacune et à chacun, c'est dans l'aménagement, c'est de retrouver de la beauté. Alors ça peut paraître un peu idéaliste comme ça, mais ça part d'un constat aussi très factuel, c'est-à-dire que aujourd'hui les gens, je pense, ne vont pas dans un centre-ville pour leur banque sur le téléphone. Ils ne vont pas chercher leur assurance dans un centre-ville, c'est sur le téléphone. Ils ne vont pas chercher d'autres services qui sont aujourd'hui tout numériques. Ils vont effectivement dans les zones commerciales périphériques. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans les centres-villes? La beauté, le patrimoine, ce qu'on ne trouve pas dans un hangar ou sur un parking en périphérie. La beauté, et c'est pour ça que dans l'aménagement, le soin pris à tous nos aménagements publics, le soin pris à l'esthétique, à la beauté des choses, doit être primordial, puisqu'on doit avoir une ville photogénique, on n'a plus que ça à vendre. Bah, non mais l'attractivité, ça passe par là aussi, par le soin. J'avais plusieurs fois fait le constat de buter sur des pavés dans le centre-ville, de plusieurs fois trébucher. Tout le monde a failli tomber sur nos pavés. Et ça aussi, ça fait partie d'un travail une brigade. Alors on aime bien les trucs un peu militaires à la mairie d'Angoulême, alors allons-y, la brigade du pavé. Une manière de pouvoir doter notre ville d'une réparabilité optimale. Et puis derrière, je sais qu'à chaque fois qu'on fait du pavé, on s'économise du goudron et donc du pétrole. Et ce pavé-là à refaire, ça a fait la beauté de la ville, ça a fait son charme, ça a fait son attractivité pour retrouver du pavé à refaire, à rebâtir et retrouver ce savoir-faire-là qui a été aussi perdu. Ou alors, on attend que la chaussée soit complètement défoncée pour se dire, allez, on va tout refaire. Non, nous réparer au fur et à mesure. Ça, c'est comme d'avoir sous-traité le service de nettoyage. Il y a des choses comme ça, la poussière, les pavés, ça va revenir. Donc ça doit être dans le fonctionnement même de la commune que de savoir se réparer. Savoir se doter aussi et d'étendre, dans le cadre du plan place, ces zones pavées, de manière à pouvoir vivre paisiblement. Et à ce moment-là, moi, quand je verrai des gamins traverser les places sur des beaux pavés, bien scellés, en étant sortis des toilettes et en ayant bu un petit coup de flotte après avoir fait un petit foot, eh bien, je serai le plus heureux des maires. Et pour ça, je vous demande toute votre confiance et tout votre soutien pour pouvoir tous ensemble changer la ville. Merci de m'avoir écouté.